La guerre en Ukraine a radicalement changé la donne en matière de politique énergétique. L'Europe a pris conscience évidemment de sa dépendance. Certains choix, notamment dans les énergies fossiles, sont vraiment à contre-courant de la transition écologique. On va en parler avec Anna Créti, qui est directrice de la chaire d'économie du climat à l'université Paris-Dauphine. Bonjour, merci d'être avec nous. On est revenu cette année sur pas mal de nos principes, ou en tout cas pas mal de nos ambitions qui avaient été affichées en sortie de crise sanitaire. Je donne quelques indicateurs. On a réinvesti dans les énergies fossiles, on a relancé les centrales à charbon. Objectivement, on n'avait pas trop le choix, mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter à votre avis? Il s'agit de décisions qui a été là, disons, pour contrer les effets des sanctions et donc des contre-sanctions que la Russie a prises et qui montrent à quel point, effectivement, notre économie n'avait pas pris les chemins de la transition énergétique, euh, contrairement à tout ce qui était écrit dans les documents et en particulier tout ce qui avait été décidé après l'accord de Paris. Euh, donc, le fait de ne pas être préparé, le fait de ne pas avoir anticipé cette tendance nous a un peu réveillés brusquement de l'idée que, de toute façon, voilà, on était bien enclenché vers des objectifs qui, certes, sont de moyen long terme, mais qui se construisent au jour le jour. Donc, est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui va avoir un impact négatif sur atteindre ces objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050? C'est un peu trop tôt pour les dire. Il faudra voir si la crise que nous vivons continuera à avoir un impact dans les moyens termes. Oui, parce qu'on a diversifié nos sources d'approvisionnement. Ça, c'est plutôt un avantage. On a regardé du côté de nos autres partenaires. Néanmoins, cette crise énergétique peut retarder la transition écologique du même délai que dure la guerre en Ukraine. Tout cela dépend de la fin du conflit, finalement. Dépend de la fin du conflit et en même temps du fait qu'on a structurellement un secteur énergétique qui utilise le gaz et qui a dû, même, comme vous l'avez souligné, remettre un peu en question la sortie du charbon, qui était quand même l'élément fondamental et peut-être le premier acquis, vrai acquis des politiques pour la transition jusqu'à présent. L'Allemagne a, même officiellement, pris en compte cela dans sa loi énergie-climat, en mettant en avant qu'il y aurait un rebond dans les émissions et que cela donc aurait demandé un effort plus fort à partir de 2025 pour pouvoir absorber ces pics d'émissions qui est en train de se réaliser maintenant. Afin de compenser l'absence du gaz russe, la France importe massivement du gaz des États-Unis. C'est du gaz de schiste pour l'essentiel. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite comme décision, sachant qu'on a toujours refusé d'exploiter en France le gaz de schiste? Je ne sais pas si on peut parler d'hypocrisie. Il s'agit de toute façon d'un commerce international, on ne peut pas estampiller les molécules de gaz disant ça vient des gisements non conventionnels par rapport à ces conventionnels. On achète du gaz naturel liquéfié qui a été processé dans les ports américains et on ne sait pas exactement tracer la provenance. Si on peut dire, si on peut émettre cette critique vis-à-vis de la France, alors il faut le faire vis-à-vis de tous les États membres, sachant que l'Europe n'a pas pris position sur la question du gaz de schiste et elle a laissé justement chaque pays décider dans son territoire. Les gaz liquéfiés qu'on reçoit, il a la même caractéristique que celui qui est produit, extrait de façon conventionnelle, par exemple, par la Norvège. Donc, la question, c'est qu'on en utilise toujours autant. Oui.